Bonjour à tous et merci beaucoup d'assister aujourd'hui à ce webinaire dédié au Digital Marketer Report 2016. Je vais maintenant laisser la parole à notre speaker du jour, Magali Laswag, qui est Head of Managed Services au sein d'Experian Marketing Services. Bonjour Magali. Bonjour. Donc du coup, effectivement, j'ai le plaisir de vous présenter les résultats de cette étude. Merci tout d'abord de votre participation à ce webinaire, de prendre le temps d'écouter un petit peu et de découvrir un peu les tendances du moment. La problématique étudiée cette année concernait en fait en quoi l'utilisation de la donnée et la technologie pouvaient aider à améliorer l'engagement client. Je vais vous présenter l'agenda. Pardon. Pour décrypter les enseignements de cette étude, nous allons débuter avec une courte introduction au cours de laquelle je vais présenter Experian Marketing Services pour ceux qui nous connaissent peu, très rapidement, et ensuite rappeler la méthodologie de l'étude pour la replacer dans son contexte. Dans la deuxième partie, on abordera les résultats en tant que tels, selon 4 axes principaux. On regardera l'évolution de la stratégie marketing, l'importance que revêtent les données aujourd'hui, en quoi l'analyse des données permet un avantage concurrentiel, et enfin, comment l'ensemble des insights se traduisent concrètement dans les parcours clients. Et nous terminerons cette session par une conclusion et quelques éléments à retenir. Donc si vous avez des questions, vous avez la possibilité de nous les poser via le chat que vous devez retrouver sur votre écran, et on essaiera d'y répondre à la fin de la session. Donc n'hésitez pas. Donc pour commencer sur Experian Marketing Services, comme vous le savez probablement, on existe depuis plus de 30 ans, on est leader mondial du Data Driven Marketing, et notre métier consiste à aider les annonceurs à créer et délivrer des interactions pertinentes en toutes circonstances. Pour cela, on s'appuie sur 3 éléments principaux. Sur de la donnée, puisqu'on a un savoir-faire qui s'appuie aujourd'hui sur une très grande base de données qui contient 2,3 milliards de consommateurs. On s'appuie sur de la technologie avec des outils, des technos d'identification et d'interconnexion, des plateformes cross-canal notamment. Et puis on est également reconnu pour la partie service, puisqu'on est régulièrement classé numéro 1 de la satisfaction client grâce à des modèles de service qui sont souples et notre expertise cross-canal. Et donc vous avez quelques références sur le côté de nos meilleurs clients. Donc je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec la méthodologie de l'étude. Cette enquête a été réalisée entre le 3 et le 23 novembre 2015. On a interrogé 1190 professionnels du marketing et cette enquête a été réalisée dans le monde entier. Vous pouvez constater dans cette étude et dans ce slide une forte représentation des pays de la PAC. En termes de profil, nous sommes plutôt sur des responsables, des directeurs et des cadres dirigeants. Et concernant la taille de l'entreprise, on était majoritairement sur des entreprises de taille moyenne, dont le chiffre d'affaires annuel se situait entre 25 millions et 1 milliard de dollars. Donc ça vous donne un petit peu une idée des profils interrogés. En ce qui concerne les secteurs d'activité qui ne sont pas forcément représentés sur ce slide, on a couvert la vente de détail, l'e-commerce, les produits de conso, les services financiers. On a également des répondants qui interviennent dans le monde des médias et des divertissements, du tourisme, l'industrie pharmaceutique. C'était assez large aussi en termes de secteurs d'activité. Donc une fois que on a une idée sur la méthode qui est utilisée, ce qui est intéressant, c'est de remettre aussi le contexte dans lequel nous avons réalisé cette étude, puisque on est vraiment dans un monde de plus en plus connecté. Les clients ont envie d'interactions réelles et authentiques avec les marques, et elles attendent un discours beaucoup mieux personnalisé et individualisé qui leur démontre de la considération. Et donc nous, on estime que la personnalisation est vraiment un vrai stimulateur d'engagement, et par voie de conséquence, elle permet d'améliorer les résultats des campagnes, puisqu'elles vont offrir l'opportunité de mettre en place une relation et un vrai dialogue de qualité. Donc ceci est réellement possible, malheureusement, qu'à condition que la promesse de la marque
et la promesse relationnelle soit visible et cohérente, quel que soit le canal d'interaction. Et ça implique par défaut une parfaite connaissance des profils, des besoins et des souhaits des consommateurs. Et donc comme on le constate par exemple avec l'image de Daniel et de Anne qu'on voit sur ce slide, même si ces personnes semblent avoir les mêmes caractéristiques sociodémo, on s'aperçoit qu'en fait, dans les comportements et dans leurs appétences, elles sont très différentes. Donc c'est vraiment opportun aujourd'hui de savoir s'adresser différemment à chaque individu. Donc une fois ce constat réalisé, il est assez intéressant d'observer la manière dont les marketeurs font face à ces nouveaux défis et comment ils établissent leurs priorités. Donc ça a effectivement été le premier volet de l'étude. Donc on va passer sur la partie stratégie marketing dans un premier temps et on abordera ensuite la partie données, analytics et clients. Au niveau de la stratégie marketing, donc j'ai repris du digital marketer quelques éléments, notamment les défis qui avaient été identifiés, les priorités, et puis un point qui est assez structurant dans la démarche, c'est la mutation du marketing qui est en marche. Donc on va avoir ici sur ce premier slide les principaux défis. Comme on le voit sur le graphique, les trois principaux défis qui ont été soulevés concernent la connaissance client, la visibilité par rapport aux concurrents, et puis rester à l'avant-garde, donc toujours être en avance, faire des choses en premier. Donc ce qui nous paraît intéressant de remarquer, c'est que même si l'ensemble des marketeurs s'accordent sur le fait que la connaissance client est un socle fondamental dans l'élaboration d'une stratégie marketing, on constate quand même que ça représente aussi le plus grand défi. Et c'est vrai que ce besoin d'individualisation du dialogue, malgré les nombreuses données qu'on peut avoir, il faut aussi savoir bien les récolter, bien les comprendre et bien les exploiter. Et c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Et c'est pour ça que cet élément arrive particulièrement en première position. Une deuxième difficulté qu'on constate, c'est le renforcement de la visibilité par rapport aux concurrents. Et donc là, cette difficulté, si on regarde un petit peu dans le détail, elle perd de son importance en fait en fonction de la taille de l'entreprise. Les grandes entreprises, par exemple, ne la citent qu'à 9% en priorité, alors que les moyennes entreprises, elles sont plutôt à 12%. Donc c'est vrai que ce défi de visibilité, il est plus grand pour les moyennes entreprises qui ont peut-être moins de moyens et moins de ressources pour faire de la publicité en général. Donc ça, ce sont les principaux défis qui ont été cités. Et quand on fait un focus sur la partie grandes entreprises, on va avoir un ordre de priorité qui est légèrement différent du reste, puisqu'on va constater qu'ils estiment que rendre les messages pertinents selon leur contexte, rendre les analyses exploitables et surmonter les cloisonnements internes sont les plus grands défis à leurs yeux. Donc on pourrait penser que c'est un trio étonnant, parce qu'on peut se dire, voilà, les grandes entreprises, elles ont des outils, elles ont des données, elles ont des ressources, et pourtant il s'avère que l'ensemble des éléments ne travaillent pas de concert. Et c'est bien là le problème, c'est qu'il y a plusieurs outils, il y a plusieurs bases de données dans différents départements, et tout cela complique la mise en place des messages pertinents. Donc l'expérience client est malheureusement décousue dans certaines entreprises, notamment à cause du manque de centralisation et d'unicité de l'information. Concernant le troisième défi, le décloisonnement interne, c'est également clé, vraiment dans la possibilité d'offrir un parcours cohérent, tant en termes du discours de marque que d'attitude relationnelle. C'est d'ailleurs deux départements qui commencent aussi à beaucoup se rapprocher pour travailler ensemble et trouver des solutions pour que les messages soient cohérents, quels que soient les canaux d'interaction. Et malheureusement, on a encore certaines directions qui sous-estiment l'importance négative que peut engendrer donc une organisation en silo. Donc voilà, là on vient de voir les principaux défis qui ont été soulevés. Maintenant, quand on regarde la partie priorité, finalement, elle n'est pas si éloignée des défis qui viennent d'être cités. On va constater dans les premières priorités toujours cette connaissance client. Savoir intégrer la technologie pour automatiser et orchestrer les interactions cross-canal et également collecter et associer les données. Donc, on constate ici qu'on a quand même une vraie prise de conscience des marketeurs dans leur ensemble qui les oblige en fait à revoir leur paradigme et à inciter vraiment à changer de stratégie
Donc les professionnels du marketing aujourd'hui vont réorienter leurs priorités et axent davantage leur stratégie commerciale vers un marketing centré sur l'individu. Et ça, c'est vraiment une tendance de fond qui est présente à tous les niveaux de l'entreprise, puisque là, on est entré dans l'ère du consommateur et il est essentiel de se recentrer sur les besoins du client et sur les besoins des individus. Donc encore une fois, facile à dire, pas forcément très simple à mettre en œuvre, mais il existe tout de même des solutions. Donc comment les marketeurs aujourd'hui estiment pouvoir réussir ce changement? C'est justement en s'attaquant aussi aux priorités qu'ils ont nommées en numéro 2 et numéro 3, à savoir l'intégration des technologies et puis la collecte et l'association des données. On constate que savoir combiner la technologie, savoir combiner à la data et à l'analytics, donc à l'interprétation aussi des données, à la manipulation des données, sont vraiment des enjeux pour pouvoir répondre aux défis et aux priorités actuelles. Et si les entreprises ne réalisent pas l'importance de ces sujets, elles s'exposent vraiment à de très grands risques de perte de part de marché, puisque les autres entreprises continuent et vont dans ce sens. Et on le constate nous-mêmes avec nos clients aujourd'hui. Quand on regarde les réponses des cadres des dirigeants, on observe que les initiatives technologiques sont encore plus prioritaires. Et c'est vrai que je pense que ces marketeurs ont vraiment conscience de l'impact que peut avoir une mauvaise expérience client sur leur marque dans leur ensemble. Et donc, ils essayent au mieux de trouver, via la technologie et les analyses, des solutions pour apporter de l'individualisation au parcours. Donc là, je suis passée sur le slide concernant l'organisation en silo, parce qu'effectivement, c'est un sujet du coup qui est absolument clé. Cette organisation en silo, c'est vraiment le schéma organisationnel qui n'est plus adapté aux attentes du consommateur. Il faut raisonner en termes d'expérience client, donc de prise en considération du canal d'interaction et du département en charge des demandes. Le client communique avec une marque avant tout, et non pas avec des canaux, ni avec des départements. Donc il s'attend à obtenir le même niveau de reconnaissance et le même niveau de qualité de réponse. Donc on va constater par exemple que 30% des répondants estiment que l'organisation en silo est un frein, un réel défi pour les grandes entreprises. Et c'est vrai que c'est encore plus compliqué parce qu'elles ont toujours été organisées de cette manière. Donc cette réorganisation doit être impulsée par la hiérarchie, vraiment par la direction, car elle va toucher à la colonne vertébrale de l'entreprise. Donc ce sont vraiment pas des décisions neutres, mais qui doivent avoir l'aval et le support vraiment de la direction. On voit quand même qu'il y a une vraie prise de conscience de leur part, puisque les cadres dirigeants estiment à 42% qu'il est nécessaire d'éliminer les cloisonnements internes. Donc ça, c'est plutôt positif. Et on va constater aussi quelques disparités de positionnement sur cette question en fonction du secteur d'activité ou en fonction de la région. Ce n'est pas forcément présenté sur ce slide, mais vous pouvez le lire aussi dans le Digital Marketer que je vous invite à télécharger si vous n'avez pas encore eu le temps de le faire. Mais donc on va avoir des secteurs d'activité tels que l'automobile, le retail, l'e-commerce, le secteur médical et pharmaceutique qui ont déjà finalement des équipes qui sont partiellement ou entièrement intégrées. Donc ce sont celles qui sont les équipes les plus avancées en termes de collaboration. Et en termes de région, on va avoir les pays du Nord qui sont finalement moins intégrés que les pays du Sud, où on constate que les équipes sont plus petites et donc ont l'habitude de travailler ensemble de manière plus naturelle, sans cloisonnement. Maintenant, un autre point donc, qui découle de tous ces éléments, c'est qu'on constate une mutation du marketing. On constate, on observe cette évolution organisationnelle au sein des départements marketing et ça se traduit par l'ajout de nouvelles responsabilités. On voit que partout dans le monde, les services marketing prennent la main donc, sur l'expérience client et voient leur fonction étendue bien au-delà du simple message promotionnel. Ce changement a lieu
pour fluidifier et améliorer l'expérience client dans son ensemble et être en mesure d'individualiser donc la relation comme l'exigent les consommateurs. Le marketing semble vraiment le service idéal pour réaliser cette mutation, puisque dans ses attributions de base, connaître les besoins de ses clients, savoir quelle offre et quel service proposer, fait partie intrinsèque effectivement des missions du marketing. Donc cet élargissement autour de l'expérience client fait sens. Et ça amène donc des modifications aussi sur le périmètre, donc de plus en plus de gestion de données pour harmoniser et exploiter, la nécessité donc d'avoir de la technologie à disposition pour mettre en œuvre un petit peu toute la stratégie relationnelle et stratégie de marque, et donc in fine terminer par la mise en place d'une expérience qui soit cohérente quel que soit le canal d'interaction. En termes de transfert de compétences, donc dans le Digital Marketer, on pouvait remarquer ces deux graphiques qui mettaient en évidence effectivement le transfert de la responsabilité dans les grandes entreprises et dans les entreprises moyennes. Donc on va voir par exemple des missions telles que la charge du message de marque cohérent va évoluer, la publicité dans les médias, les programmes de fidélité, l'harmonisation de l'expérience client sur l'ensemble des canaux, la communication et les messages professionnels, la collecte des avis et retours clients. Même les réponses du service client sur les médias sociaux commencent à être pris en main par la partie marketing. Enfin, voilà. Donc on voit vraiment un mouvement et un transfert de compétences. Ces missions de branding de marque, les départements CRM et les services clients vont vraiment travailler de plus en plus ensemble. Et on assiste concrètement à ce changement d'attribution aujourd'hui. Et bien sûr, en fonction de la taille de l'entreprise, le changement sera de plus ou moins grande ampleur. Pour gérer cet élargissement du périmètre, et il est probable que l'un des dénominateurs communs, je dirais, soit la donnée et sa centralisation. Donc en 2016, les marketeurs seront encore une fois amenés à mieux comprendre la donnée, comme je disais tout à l'heure, à prendre en main des outils technologiques pour l'appréhender. Tout ça pour améliorer l'expérience client, bien entendu, mais aussi avoir des résultats très concrets en termes d'amélioration de taux de conversion ou de fidélisation des clients. Ce qui est intéressant également à noter dans ce nouveau modèle, c'est que les marketeurs ont enfin à leur disposition des données qui sont réellement utiles pour leurs actions, avec une grande autonomie d'utilisation. Et ça, c'est assez nouveau, et notamment grâce à des outils simplifiés, beaucoup plus visuels et qui les aident à piloter toutes les actions. Donc ce changement, certes, peut faire peur, mais il est tout à fait bénéfique pour le service marketing parce qu'il va devenir de plus en plus autonome dans la prise de décision de ses propres actions. En complément de cette tendance, qui s'ancre donc dans les usages des professionnels marketing, on observe la création de nouveaux postes aussi, tels que le Chief Data Officer. C'est un nouveau rôle, c'est une personne qui sera vraiment en charge de la qualité des données, ce sera le gardien, on va dire, des données, pour s'assurer de la bonne gestion de l'ensemble des projets qui seront pilotés justement par la donnée, pour limiter la hausse des coûts, de la mauvaise gestion de la qualité, s'assurer de la conformité, des réglementations, puisque voilà, c'est toujours des sujets extrêmement sensibles. Donc voilà, c'est aussi un impact de la transformation du marketing et des nouveaux enjeux qui sont en train d'être mis en place. Et maintenant, pour terminer sur cette partie stratégie, vous avez aussi dans le Digital Marketer des petits focus vraiment IMIA. Et donc, par exemple, en ce qui concerne les défis des marketeurs, même si on constate qu'à l'échelle mondiale, les trois principaux défis sont la connaissance client, la contextualisation des messages et l'analyse marketing, dans la zone IMIA, c'est un petit peu différent, puisque les participants restent plutôt concentrés finalement sur des défis commerciaux d'ordre général, notamment la concurrence et les tendances, mais la connaissance des besoins, des souhaits, des comportements des clients se classe quand même en troisième position. Quand on regarde les priorités des marketeurs, donc elles sont quand même en faveur de la considération des clients. C'est juste un petit peu moins marqué que ce qu'on a pu constater au niveau mondial. En termes de décloisonnement, cette fois-ci en Europe, on fait face à des départements qui sont très cloisonnés. Et
ils estiment de toute manière avoir besoin de mettre des efforts justement dans ce sens pour décloisonner et améliorer l'expérience client. Et donc, ils seront très attentifs apparemment cette année sur la transmission des messages, la communication promotionnelle et la gestion des programmes de fidélité. Et dernier point sur la partie IMIA, on a 86% des participants qui pensent que l'équipe marketing sera effectivement en charge d'harmoniser l'expérience client sur l'ensemble des canaux. Mais ils estiment aussi que certaines missions sont vraiment hors cadre de leur périmètre, notamment le fonctionnement des centres d'appel, la gestion des médias, et puis certains types de SMS opérationnels ou tout ce qui est en contact personnel magasin. Donc voilà un petit peu le périmètre qu'ils estiment ne pas être du tout dans leurs attributions. Donc voilà, nous avons terminé avec le premier volet sur la stratégie. Maintenant, le deuxième volet qu'on va aborder concerne la donnée, même si on en a déjà un petit peu parlé, et notamment sur l'importance de la qualité et du besoin de la mise en place d'une vue unifiée du client. La qualité des données, aujourd'hui, ça s'avère vraiment un socle fondamental dans vos stratégies relationnelles puisque toutes vos communications vont se baser sur les informations que vous allez recueillir auprès de vos contacts. Donc, les données font partie pour 84% des entreprises de l'élaboration de la stratégie commerciale. Donc, on comprend bien que la véracité des données est essentielle pour réaliser les bons choix et faire le choix donc, des bonnes stratégies. D'autre part, la présence des données inexactes réduit la capacité à offrir une excellente expérience client d'après 76% des participants d'une autre étude que nous avons réalisée sur la partie qualité des données, que je vous invite aussi à télécharger sur notre site. Et donc cette étape de recueil des données, elle est vraiment essentielle, elle est structurante pour l'ensemble des stratégies que vous allez élaborer. Et donc c'est un sujet qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Puisqu'on va constater par exemple qu'en termes de cause d'inexactitude, on va avoir dans un premier temps l'erreur humaine. Donc vous avez ici sur ce graphique en fait une comparaison des résultats de notre étude entre 2014 et 2015. Et donc on voit apparaître les erreurs principales, enfin plutôt les causes d'inexactitude principales. Donc on a l'erreur humaine, le manque de ressources humaines internes, les stratégies de données qui sont inadaptées, la technologie qui ne l'est pas, voilà, etc. Donc il y a un certain nombre de choses qui peuvent être résolues néanmoins, puisqu'on peut mettre en place des solutions qui sont curatives, donc qui vont répondre à un besoin immédiat, mais aussi prévenir et donc mettre en place justement des solutions préventives de saisie de la donnée, éviter et faciliter en fait la saisie des contacts, etc. Ça c'est vraiment très, très important. On a dans le Digital Marketer des conseils de notre Vice President sur la partie délivrabilité, Spencer Colas, qui pour lui en fait met en évidence 3 choses à prendre en considération, notamment en magasin, le fait de récupérer l'adresse email directement à travers d'outils et non de manière manuelle. Donc comme ça fait partie quand même de l'erreur principale, il y a des choses à mettre en œuvre. Il faut aussi déterminer donc, le ROI de la mise en place de ce type de technologie. Ce sont des ROI qui sont assez simples à établir. Et puis valider régulièrement donc, que la donnée est bien correcte. Et ce qu'il faut éviter en parallèle, c'est de demander des données que vous n'allez pas utiliser, de demander des données que vous pouvez vous procurer ailleurs, donc éviter de perdre du temps, de faire perdre du temps à votre contact, et aussi éviter de récolter des données que vous n'allez pas analyser. Parce que du coup, c'est vraiment dommage, c'est de la perte de temps, c'est de la perte d'énergie, ce sont des données que vous allez stocker qui vont vous coûter de l'argent. Donc voilà, soyez aussi précis sur les informations qui sont réellement indispensables pour votre utilisation professionnelle. Donc en complément de la qualité des données, le deuxième point qui est vraiment important, c'est la vue complète du client. C'est un point essentiel, on l'a un petit peu abordé auparavant, mais cette vision 360 est vraiment un enjeu majeur pour les professionnels du marketing. Et d'après notre étude, on a donc 97% d'entre eux qui s'en préoccupent aujourd'hui. Donc pourquoi est-ce si important? On a un petit graphique qui met en évidence donc, les raisons principales. Pour une majorité, il s'agit d'augmenter la fidélisation des clients,
d'accroître le chiffre d'affaires, d'améliorer la prise de décision stratégique et puis d'améliorer encore une fois l'expérience client dans son ensemble. Donc, on assiste aujourd'hui à une fragmentation des médias très forte et elle offre aux marques de très nombreuses opportunités d'interaction. Mais du coup, elle complexifie aussi grandement le travail des marketeurs puisque nous ne sommes plus face à des parcours linéaires, mais bien face à des parcours complexes et très individualisés. Et donc, si l'on corrobore ce constat avec l'étude de l'Institut ABI, donc c'est le petit encart en violet, on comprend que cette situation, elle est vraiment beaucoup plus complexe et qu'il faut prendre la mesure de son importance. Puisque la complexité va encore augmenter et elle prévoit donc 40 milliards de terminaux connectés d'ici 2020, soit une augmentation de 167% en à peine 5 ans. Donc on va avoir encore un volume de données exponentiel à savoir traiter et cette vue complète du client nous permettra justement de pouvoir l'organiser, de l'interpréter et de faire ressortir des enseignements. Alors, quels sont les défis face à la mise en place d'une création de vues unifiées Même si effectivement il s'agit d'un chantier extrêmement important, c'est aussi un chantier qui est assez lourd à mettre en œuvre, car il va nécessiter donc le soutien de la direction sur toute la durée de la mise en place du projet. Il va solliciter tous les départements afin d'en recueillir les besoins. Il va nécessiter la mise en place d'infrastructures technologiques complexes. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses qui semblent un peu difficiles, mais pourtant 80% des interrogés corroborent le fait qu'il n'est pas si simple de s'atteler à ce type de projet, mais en tout cas, ils ont tous cette volonté d'y parvenir, puisque voilà, c'est quelque chose d'essentiel et finalement d'archi nécessaire pour réaliser l'expérience client que l'on souhaite délivrer. Parmi les autres défis relevés, on constate un manque de moyens technologiques et de manière générale des difficultés d'accès à la donnée de l'entreprise, notamment par le fait que voilà, l'information est disséminée au travers de plusieurs bases de données sous la responsabilité de plusieurs départements. Donc le stockage des données est réellement un défi également pour les grandes entreprises, puisque le volume de données à stocker peut effectivement être vraiment colossal et ça requiert une réflexion sur du long terme. Il ne faut vraiment pas faire l'impasse sur l'investissement, sur tout ce qui concerne l'infrastructure d'information, les aspects techniques, pour répondre correctement à cet enjeu. Donc voilà pour la partie données. Et maintenant, on va passer donc au troisième volet, qui cette fois donc, concerne plutôt le rôle de l'analytics. Donc on va voir le rôle de l'analytique, la prise de décision en temps réel, l'importance de l'utilisation des analyses prédictives et puis de manière générale, donc comment l'analyse marketing va évoluer en 2016. Concernant le rôle de l'analytics, donc on peut dire que la technologie et l'analytics sont indissociables de l'activité marketing aujourd'hui. On a besoin d'embarquer l'ensemble pour prendre les meilleures décisions et déployer des stratégies cohérentes. On sait que le consommateur aujourd'hui est très volatile et que donc on est entré dans l'économie de l'attention. Donc comment faire en sorte de délivrer des bons messages aux bonnes personnes au bon moment, c'est vraiment des questions clés. Ce changement en fait, des attentes et des usages des consommateurs se traduit par une complexification des parcours et un besoin d'individualisation toujours plus fort donc, dans la relation. Et c'est là qu'intervient l'analytics, parce qu'il va vraiment jouer son rôle dans l'aide à la prise de décision, notamment via donc, de la modélisation prédictive et même aller jusqu'à l'attribution marketing. Donc on va voir par exemple, comme le relève l'étude de Relevancy Group, que les entreprises qui investissent dans l'analytique marketing avancé génèrent un chiffre d'affaires de plus de 2 fois supérieur aux autres. Donc c'est effectivement loin d'être négligeable. Il est plutôt censé d'aller effectivement dans ce sens et de s'adosser aux techniques analytiques pour améliorer les performances des campagnes dans leur ensemble. Et comme on l'a pu faire ressortir également dans l'étude d'Expand Data Quality, aujourd'hui et dans les 5 ans à venir, on estime que la gestion des données permettra notamment d'informer
le processus décisionnel grâce à des meilleures analyses en temps réel. Donc, la prise de décision en temps réel fait partie effectivement des préoccupations des marketeurs aujourd'hui. C'est-à-dire que l'expansion de l'utilisation du digital a vraiment rendu la notion du temps réel très importante et presque une évidence. Donc les consommateurs s'attendent à des réponses immédiates face à l'ensemble de leurs actions. Et les marketeurs ont déjà pris des initiatives, ont déjà mis en place des choses pour répondre à cet enjeu, et notamment en mettant en place des campagnes trigger, donc toutes ces campagnes qui sont déclenchées par rapport à une action du consommateur. Et on constate donc qu'on a 69% des répondants de notre étude qui affirment avoir déjà utilisé la prise de décision automatique en temps réel. Donc les trigger marketing en font partie par exemple. Mais ça ne se résume pas qu'à cela, puisque le potentiel est beaucoup plus large. Si les données sont unifiées et disponibles facilement aux marketeurs, on peut donc aller beaucoup plus loin, les mettre à profit sur la prise de décision d'éléments beaucoup plus complexes, être en capacité de mieux définir des contenus, de définir vraiment les canaux qui sont attendus par les consommateurs, déterminer de meilleurs délais entre les campagnes, etc. Donc, ça, c'est très important et on va constater quand même qu'on a 25% qui ont répondu non à cette question. Ils n'ont pas mis donc en place de campagne en temps réel. Et les principales raisons évoquées sont surtout l'impossibilité de prouver la valeur ou encore le manque de technologie. Donc, en ce qui concerne les preuves de la valeur, je pense que voilà, si vous en avez besoin, on a des chiffres qui peuvent vous démontrer que les parties de trigger marketing sont vraiment, les résultats sont bien supérieurs à tous les types d'autres campagnes classiques. Et dès qu'on implique un petit peu de personnalisation au sein des campagnes, on va aussi avoir de bien meilleurs résultats. En ce qui concerne le manque de technologie, effectivement, il faut pouvoir s'adosser sur des outils pour automatiser un maximum de prise de décision. Dans le Digital Marketer, nous avions donc David Evans, qui est Senior Director of Solution Consulting, donc la partie pre-sales, qui indiquait qu'il était important d'avoir une approche progressive concernant donc la prise de décision en temps réel, parce que voilà, prise de décision en temps réel, ça peut impressionner, ça fait immédiatement penser effectivement à des outils ultra modernes. On va tout de suite donc penser à de l'analyse prédictive, à de la modélisation avancée, mais il ne faut pas oublier de commencer par les bases, c'est toujours la même chose. En fait, l'évolution de toutes ces techniques marketing nous oblige à repenser nos fondamentaux et repartir sur certains basiques. Et donc d'après lui, la première étape déjà, c'était s'assurer d'enregistrer et d'associer les données en temps réel. Donc utiliser les données, déjà les données qui sont issues des emails par exemple, les clics, les ouvertures, les achats qui sont réalisés, donc les associer à des données d'activité en ligne, à des activités réalisées sur les réseaux sociaux, des données magasins, et puis faire en sorte de bien les enregistrer, de bien les stocker, de leur donner un sens, et puis ne pas oublier de donner l'accès aux professionnels du marketing. Donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape, en termes de développement, concevoir et tester les programmes utilisant les données, donc commencer à créer des scénarios de réponse. Donc c'est vrai que si on connaît bien nos clients, on est en capacité d'établir un certain nombre de plans de réaction à leurs actions, quel que soit le moment. Donc voilà, on réalise et on réfléchit à certains scénarios. Et puis, il y a deux possibilités. Soit on réagit immédiatement, donc voilà, une action, une réponse, ou alors on utilise les données de réaction pour améliorer la pertinence des prochaines interactions au niveau du contenu, au niveau du timing de campagne. Enfin, le troisième point, c'est l'intensification et donc l'automatisation grâce à la science des données avancées. Et donc là, ça implique la mise en place de systèmes, d'architecture et probablement de partenariats pour vraiment développer une stratégie durable, puisqu'il va falloir imaginer l'utilisation de toujours plus de données internes et externes pour affiner les modèles, les rendre plus robustes, assurer donc toute l'automatisation. Donc là, ce que David Evans voulait vraiment mettre en évidence, c'est que, premièrement, commençons avec des choses simples qui ont fait leurs preuves, de manière à gagner en maturité en sophistiquant au fur et à mesure les campagnes, et puis ensuite de continuer à adapter une attitude de test and learn systématique pour avancer et assurer une démarche constructive.
Concernant les données et les objectifs de la prise de décision en temps réel, donc dans l'étude, nous avons également voulu comprendre quelles étaient les données les plus utilisées dans les modèles. Et ce sont donc les 3 items cités sur ce slide qui ont été révélés les plus importantes. L'utilisation des données d'achat en ligne, le suivi du comportement sur le site web, donc achat, abandon de panier, abandon de formulaire, et puis la partie sociale, bien entendu. Et en termes d'objectifs, en termes d'utilité, cette fois, on a déjà pu en parler, donc on constate qu'il y a des objectifs qui sont quand même relativement différents en fonction de la capacité à réagir face à la prise de décision en temps réel, mais ça sert principalement à personnaliser le contenu du site web, les applications et les emails, afficher des offres plus pertinentes, personnaliser les produits recommandés sur le site, également gérer donc le contenu au sein des applications et fournir des informations utiles et plutôt pertinentes aux agents de centre d'appel. Voilà un petit peu ce que couvrent aujourd'hui les prises de décision en temps réel. Maintenant, un autre point qui est aussi complémentaire et très intéressant, ça concerne l'analyse prédictive. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, c'est une branche d'analyse avancée qui permet de prévoir des événements futurs à partir des données et des informations actuelles. Donc en réalité, cette prédiction, c'est une probabilité, on va dire. Donc grâce à l'analyse des événements passés, on étudie s'il existe des schémas comportementaux qui nous permettent d'anticiper certaines actions. Par exemple, grâce à l'analyse prédictive, on va pouvoir mettre en place des scores. Un des plus connus, c'est le score d'attrition, qui permet donc de déterminer les personnes susceptibles de partir. Et donc tout cela, en analysant ceux qui sont déjà partis, on arrive à détecter et établir des schémas comportementaux qui nous permettent de prévenir en fait et d'avoir des actions sur les personnes qui seraient susceptibles de partir dans une courte échéance. Donc la bonne nouvelle, c'est que d'après nos répondants, 66% d'entre eux font effectivement analyser cette année, donc sur l'année 2016, vont le faire en tout cas, vont analyser les campagnes marketing à des fins de modélisation prédictive. Donc il y a une prise de conscience aussi assez importante. Vous allez me dire, l'analyse prédictive n'est pas nouvelle, c'est vrai, ça fait des dizaines d'années qu'on utilise de l'analyse prédictive, particulièrement sur des secteurs d'activité comme le domaine bancaire. Aujourd'hui, on voit voilà, que ça s'étend à d'autres secteurs d'activité, mais ce qui est vraiment nouveau finalement, c'est que le changement des responsabilités qui accélère l'utilisation de ce type de méthode, auparavant c'était géré par des services d'informatique, car ils étaient plutôt garants de la donnée. Et maintenant qu'on va avoir la donnée qui passe plutôt dans les mains des marketeurs, le fait qu'on ait des besoins de réponses très rapides, ça accélère le changement. Et aujourd'hui, on a la capacité d'aller vite parce qu'on peut combiner la technologie qui existe, on a l'accès à la donnée, et puis l'utilisation par les professionnels du marketing. Donc le fait voilà, que tous ces éléments convergent permettent aujourd'hui de développer encore plus l'utilisation de l'analyse prédictive. On a d'ailleurs 88% des personnes interrogées qui font partie des grandes entreprises qui prévoient d'utiliser donc la modélisation prédictive dans leur campagne. Alors l'analyse prédictive, c'est intéressant, mais il y a aussi donc des difficultés à surmonter. On va avoir donc ici les principales difficultés citées, mais c'est vrai que ça requiert quand même des ressources. Des ressources qui sont très orientées, donc analytics pardon, et donc gestion de la statistique. Et c'est pas toujours si évident à mettre en œuvre puisque de l'analyse prédictive, ça nécessite quand même une vision unifiée du client, avoir des données qui soient fiables, puisque voilà, l'idée c'est quand même de se baser sur ces analyses pour prendre des décisions. Comme on a pu le constater, comme on le constate là sur ce graphique, les répondants donc des grandes entreprises ici estiment que les difficultés principales concernent encore une fois les services cloisonnés, l'incapacité à démontrer la valeur à la direction générale, parce qu'on n'a pas toujours des résultats immédiats, il faut attendre un certain nombre de campagnes pour démontrer en fait que l'investissement vaut le résultat, et puis l'incapacité à associer certaines données, puisque avec la vision unique du client, ça nécessite d'avoir une unicité de la donnée, un identifiant pardon, unique, quelles que soient les bases de données
que l'on recentralise, etc. Donc c'est pas toujours si simple de pouvoir associer les données. On va avoir des données qui sont structurées, des données qui sont non structurées, particulièrement quand elles viennent des réseaux sociaux. Enfin, il y a un très gros travail de manipulation de données qui n'est pas toujours simple à mettre en œuvre. Et donc pour cela, soit on s'appuie sur des prestataires qui ont les compétences, soit on a la chance, et dans les grandes entreprises c'est le cas, d'avoir des services qui sont dédiés à cela. Et puis, pour les petites entreprises, cette fois-ci, ce qui va ressortir comme freins principaux, ce sont les coûts prohibitifs des outils. Ce sont effectivement des équipements qui sont assez chers aujourd'hui, et puis le manque de savoir-faire de manière générale. Donc, comme je disais tout à l'heure, quoi qu'il arrive, sans la vue unifiée du client, il sera très compliqué de mettre en œuvre donc, de la modélisation prédictive, car il manquera trop de paramètres en fait pour obtenir des modèles robustes. Et quand on regarde les réponses des cadres dirigeants, ils indiquent aussi avoir du mal à convaincre leur direction générale de l'intérêt d'investir dans ces solutions et de décloisonner. Ça c'est un petit peu inquiétant par contre, parce que si l'investissement aujourd'hui semble onéreux sur ce type de pratique, on peut penser que le coût de l'inaction sera juste astronomique, parce qu'on va avoir d'autres entreprises qui prendront le virage rapidement. Être en mesure, on va dire, de mieux comprendre ses clients, c'est pouvoir anticiper ses besoins, mettre en œuvre des actions en place, car c'est essentiel pour assurer donc, cette expérience client cohérente, et puis être aussi à la hauteur des exigences des consommateurs aujourd'hui, cette exigence qui ne fait qu'augmenter. Donc c'est vraiment important de se baser aussi sur les données pour apporter des solutions. Et donc pour terminer sur ce volet, concernant l'analyse marketing en 2016, donc d'après notre experte Erin Kriegler, qui est vice-présidente sur la partie marketing analytics, elle analyse qu'il y a 3 facteurs essentiels en fait qui vont influencer l'avenir de l'analyse marketing: l'expérience client, donc avec toujours plus d'exigences, le fait qu'il y a un usage des médias croissant, avec de nouveaux médias qui arrivent tous les jours, et puis des techniques marketing en mutation. Donc face à ces facteurs, donc on va avoir un nombre de données aussi à traiter toujours plus important. Elle estime que les tendances de l'analyse marketing vont vraiment aller sur l'utilisation de l'analyse prédictive, car elle va permettre d'examiner ce qui s'est passé pour prévoir ce qui va arriver juste après, par exemple déterminer des ventes, etc. Elle parle aussi d'analyse prescriptive, qui elle, donc c'est une analyse qui s'intéresse plutôt aux décisions. Donc elle essaie en fait, cette analyse-là, essaie d'anticiper les effets des décisions futures afin que celles-ci puissent être amendées avant même d'être prises. Donc là, on est vraiment sur de la modélisation. Donc, mais d'après elle, c'est vraiment quelque chose qui va devenir important, puisqu'elle estime que ça deviendra même la norme. Et puis la visualisation des données. Ça c'est vrai, c'est quelque chose qu'on constate aussi beaucoup avec nos clients, c'est que désormais on a accès à l'information de manière beaucoup plus visuelle, qui nous permet de mieux comprendre les clients, et elle nous permet d'écrire une histoire et de la représenter de manière globale l'ensemble des parcours clients. Donc ça c'est une tendance qui est vraiment ancrée aujourd'hui, et les marketeurs attendent toujours des outils qui soient très simples à utiliser et qui soient très visuels pour les aider dans leur quotidien. Un autre point, c'est que l'analyse marketing, comme elle va de plus en plus vers le service marketing, le fait d'avoir à disposition ces fameuses données utiles, j'insiste sur utiles, c'est vraiment des données qui vont nous servir à actionner des campagnes, c'est également vraiment un tournant, je pense, dans l'utilisation et dans la fonction marketing actuelle. Donc voilà pour le 3e volet. Puis maintenant, on va terminer avec la partie parcours client, qui est la finalité en fait de tout ce qu'on a pu voir précédemment. Et donc, on va faire un point sur l'engagement, la personnalisation, le cross-canal et puis la mobilité. Pardon, je vais aller un petit peu vite. Hop. Donc pour le renforcement d'engagement client, comme on assiste à cette transformation du marketing et à cet élargissement des attributions,
On pressent que le marketing prend une part de plus en plus importante dans la gestion de l'engagement client tout au long du cycle, et cela donc va bien au-delà des activités traditionnelles. Les données, la techno, plus le client, ce sont vraiment des éléments centraux qui sont à l'origine d'une évolution organisationnelle, on en a parlé, et les marketeurs ont la possibilité donc de tout mettre en œuvre pour atteindre aujourd'hui un marketing cross-canal coordonné pertinent qui apporte de la valeur aux clients. Donc comme il est indiqué dans l'encart présent là en bas de ce slide, une stratégie cross-canal repose donc sur les renseignements issus d'analyses avancées et respecte aussi le client en venant à sa rencontre là où il se trouve et non là où la marque juge qu'il devrait se trouver. Et c'est bien là aussi la grande différence quand on parle de l'ère du consommateur, c'est que on est plus centré effectivement sur un marketing produit. C'est l'individu qui va driver finalement le marketing sur là où il doit grandir, puisque l'individu attend aujourd'hui des messages qui l'engagent, qui lui donnent envie d'être proche de la marque, etc. Donc il y a un gros travail aussi de remise en question de nos pratiques pour atteindre les défis du cross-canal. Ce qu'on peut constater, c'est que finalement les parcours aujourd'hui qui sont établis par les marketeurs sont toujours établis en fonction des contraintes des entreprises, alors qu'aujourd'hui, voilà, on a besoin d'inverser le cadre parce que imaginer des parcours de ce type sont trop rigides et puis les clients le ressentent en fait, c'est très artificiel. Donc on doit créer, on doit imaginer une structure qui soit moins restrictive et qu'on soit plus dans un cadre évolutif pour développer des parcours clients adaptés. Donc ça va passer notamment par la personnalisation. Donc là, si on regarde un petit peu les variables de personnalisation les plus utilisées, on va avoir les données socio-démo, des données financières sur la valeur du client, des données internes d'interaction, donc clics, comportement de navigation, les données issues des programmes de fidélité qui sont aussi vraiment riches d'enseignements, concernant donc des données liées aux habitudes, des styles de vie. Donc la personnalisation, c'est une occasion vraiment exceptionnelle d'établir des contacts plus intéressants, plus pertinents avec les personnes qu'on essaye d'atteindre et donc avec qui on a envie de créer un dialogue. Le chiffre clé, donc, c'est que 93% des spécialistes marketing interrogés personnalisent leur communication d'une façon ou d'une autre. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Après, on constate quand même qu'il y a encore des choses très très basiques et qu'il est quelquefois difficile de passer à l'étape supérieure et d'aller faire un petit peu de recommandations produits ou des choses encore un petit peu plus pertinentes au sein des contenus. D'après l'étude, ce sont les secteurs donc, du détail et du commerce en ligne qui exploitent le mieux les données disponibles aujourd'hui. Ce sont des secteurs qui ont conscience de la valeur de ces informations et qui essayent de les exploiter à diverses occasions. On va avoir donc les données socio-démo, les mêmes données qu'on a vues qui sont listées, les données internes d'activité, les habitudes de navigation. Ils utilisent effectivement beaucoup la navigation web, les historiques d'achat. C'est très important. Après, il ne faut pas oublier d'utiliser les données issues des magasins, les visites, etc. pour avoir justement cette logique de parcours client cross-canal. Quand on parle de personnalisation, c'est important finalement qu'elle ne se remarque pas au sein des communications, puisqu'elle devrait, un petit peu comme par enchantement, apporter le bon contenu à la bonne personne et au bon moment. Donc une bonne personnalisation, c'est une personnalisation qui paraît juste évidente pour le client, de savoir que oui, on lui adresse exactement ce qu'il attend, ou en tout cas ce qu'il a démontré à l'entreprise qu'il attendait. En revanche, si on fait une mauvaise personnalisation, si on commence à faire des erreurs, déjà des erreurs basiques sur le nom, le prénom, ou alors après sur des achats qui ont été réalisés, là l'impact peut être très négatif en termes d'image de marque. Donc au moment des choix de personnalisation, il faut être sûr des données dont on dispose en base. Concernant les difficultés de personnalisation donc, qui ont été relevées,
On va avoir donc le manque de technologie, les capacités à exploiter les données dans des délais opportuns, le manque de personnel aussi qui sont disponibles pour réaliser ce type de démarche, l'association des données, l'inexactitude des données dont j'en parlais, l'incapacité à accéder facilement aux informations, manque de données, budget, excès de données. Ça c'est vrai aussi, c'est pas forcément ce qui remonte, mais quelquefois avoir trop de données sans savoir en faire le tri peut aussi être un frein dans l'utilisation parce qu'on ne sait plus par quoi commencer. Donc bien connaître ces données fait également partie des choses importantes à maîtriser au sein du service. On constate que dans la zone limier, donc c'est pas forcément présent dans ce slide, et en Amérique du Sud, que le personnel pose réellement problème apparemment pour la mise en application de la personnalisation. Le fait de manquer de ressources est vraiment un des freins principaux pour lesquels ils n'arrivent pas à personnaliser correctement leur message. Après, il y a une autre manière d'apporter de la personnalisation, c'est d'envisager, donc d'enrichir ces données avec des données tierces. Puisque grâce à une vue enrichie, les marketeurs peuvent affiner leur message, affiner leur promotion, leur gamme de produits, et ainsi donc mieux capter l'attention des clients. Des données enrichies permettent aussi de mieux cibler les prospects, puisque grâce à une analyse des meilleurs clients, on essaie de rechercher des jumeaux et donc on les détecte dès qu'ils arrivent en base. Donc, il y a des possibilités aussi pour améliorer en fait et surmonter ces difficultés. Dans le digital marketer, il y avait un petit schéma qui était assez intéressant pour, comment dire, pour cartographier un peu une échelle de la personnalisation, où on constate effectivement qu'il y a plusieurs niveaux. En termes de perso, on va avoir un niveau statique, au final où il n'y a pratiquement pas de perso. On va avoir le niveau identité. Donc là, c'est lorsqu'on souhaite traiter les clients de façon individualisée et donc comme des groupes homogènes qui ont des besoins identiques. Donc la première mesure à prendre consiste à leur parler comme tel. Et à cette étape, il est possible d'intégrer donc dans les campagnes statiques de nombreux éléments assurant des résultats rapides. Et donc sur notre échelle de personnalisation, voilà, c'est vraiment le début de la personnalisation. Donc statique, il n'y en a pas, et identité, on commence à peine à en mettre en œuvre. Après, on va commencer à travailler sur la donnée, et donc on va pouvoir définir certains segments de clientèle, donc basés sur des caractéristiques telles que le degré d'engagement, la propension à l'achat, le niveau d'adhésion. Donc voilà, là on passe vraiment un palier avec cette étape. On va avoir la quatrième étape, donc avec des informations plus enrichies. Donc là, on va un petit peu plus loin, on affine en fonction des préférences des segments, on analyse davantage, on essaye d'avoir une granularité plus précise sur les variables. L'étape encore au-dessus concerne cette vue unifiée du client, qui est vraiment efficace et qui va permettre d'assurer une gestion individuelle et en temps réel de l'expérience client sur l'ensemble des canaux. Et puis le prédictif optimisé, où là donc on utilise les nouvelles techniques. On est vraiment au sommet, on va dire, de l'échelle de personnalisation, où là on pousse vraiment la vue unifiée du client encore plus loin en utilisant les données personnelles pour anticiper les besoins futurs du client. Donc, quel que soit le niveau de personnalisation où vous êtes, l'objectif essentiel, c'est toujours de replacer le client au centre de vos priorités. Les techniques les plus complexes donc, exigent une compréhension plus complète de vos clients, une grande quantité de données exploitables et de la technologie pour savoir vraiment la faire parler. Un autre point qui est important donc sur le parcours client, c'est la gestion du marketing dit cross-canal. Donc, sur la question envisagez-vous de réaliser des campagnes cross-canal cette année, bon voilà, la plupart disent que oui, effectivement, donc on voit bien que c'est quelque chose de complètement incontournable. Les nouveaux usages des consommateurs, de toute manière, obligent les marques à s'adapter et à opter pour des messages cohérents, quels que soient les points de contact. Donc, il est impératif de créer cette expérience unifiée et homogène. Et donc, on va avoir, par exemple,
les canaux qui sont attendus en termes d'intégration pour donner de la cohérence, les sites web, les réseaux sociaux, l'email, le mobile. Donc j'imagine que tout ça, vous l'imaginez déjà dans vos propres plans marketing. Les applis mobiles aussi sont très importantes aujourd'hui, car elles deviennent de très bons leviers de fidélisation et d'engagement. Donc particulièrement quand elles sont bien utilisées. Il ne faut pas oublier que quand on parle de parcours cross-canal, on est aussi dans une logique donc, de campagne adressée, donc il faut qu'on soit en capacité d'authentifier le contact. Et pour l'authentifier, il faut prévoir qu'à tous les niveaux, on puisse avoir un ID unique qui permette de relier donc, tous les comportements réalisés par un contact, quel que soit le canal d'interaction. Enfin, la partie mobile. Donc 68% des spécialistes interrogés disent réaliser donc, des campagnes mobiles. Sans surprise, les programmes les plus mis en œuvre par les participants donc, sont de nature promotionnelle. Ce sont des campagnes sortantes. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le digital marketer, donc, il y avait aussi un point soulevé par le rapport Business Insider de BI Intelligence, qui prévoit que d'ici 2020, le mobile représenterait 45% de l'e-commerce. Parce que les plateformes web et applicatives mobiles se seront améliorées, et à prendre en considération aussi que la génération Y commencera à mieux gagner leur vie et donc pourra dépenser davantage sur ce nouveau média. Donc le mobile, bien entendu, doit faire partie intégrante de votre stratégie cross-canal. On va aussi avoir donc ce chiffre 3 fois supérieur aux attentes pour l'année 2016 où le commerce mobile donc, devrait atteindre 20% de l'e-commerce global, soit 79 milliards de dollars. Donc c'est aussi des chiffres que vous pouvez retrouver dans le Digital Marketer. Donc voilà, il est vraiment important de pouvoir intégrer le mobile à l'expérience client de manière globale. En termes de tendance, alors je vois que le temps court, il est déjà 30, donc je vais essayer de finir en 10 minutes. On a ici les tendances qui ont été, en fait, les réflexions de Justin Orgel, qui est directeur des services stratégiques donc, aux US chez nous, sur la partie mobile. Et donc, il met en évidence plusieurs points face à des questions qu'on lui a posées. Donc pour lui, ce qui est intéressant, premièrement, c'est que l'univers du mobile est loin d'être à maturité, donc il y a énormément de choses à construire autour de ce nouveau média, que chaque marque doit définir sa propre frontière en termes d'intrusion, parce qu'effectivement le mobile, les SMS, voire les push notifications peuvent être ressentis comme trop intrusives en fonction du contenu qui a été adressé. Ensuite, la principale erreur, donc c'est le fait qu'il n'y ait pas de cohérence et qu'il y ait une absence finalement de réflexion globale du mobile et donc de son intégration dans les actions marketing. On va aussi donc avoir l'importance des nouvelles technologies liées au mobile, donc technologie beacon, les nouveaux paiements, enfin tout ça font partie et doivent faire partie des réflexions, encore une fois. Et puis concernant les applications, il attire l'attention sur le fait que si l'application n'apporte rien de plus que le site web, ça sert peut-être à rien de la développer. Il faut absolument créer un vrai usage, une vraie utilité pour que vous ayez l'adhésion de votre application auprès de vos contacts. Et enfin, donc, pour terminer sur l'ensemble du parcours client et donc sur les applications mobiles et les messages intégrés, on peut dire que les spécialistes du marketing aujourd'hui sont convaincus de l'impact sur l'expérience client. Donc on voit quand même apparaître l'application mobile se classer 4e en termes de canaux susceptibles d'être intégrés dans leur programme. On va avoir, selon l'app Marketing Guide, pardon, le guide marketing des applications 2016, que le temps passé dans les applications a augmenté de 11% en 2015. Que le nombre de lancements et la durée des sessions ont augmenté en moyenne et les taux de rétention ont également augmenté aux USA. Donc encore une fois, pour ajouter le fait que l'utilisation des applications mobiles sont de plus en plus importantes. Donc je vais terminer là-dessus pour essayer de garder le timing. Il y avait quelques projets mobiles envisagés ici.
Donc on a les messages, personnalisation intégrale application, portefeuille électronique, SMS, notification push. Et donc je vais conclure. Vous avez donc dans le Digital Marketer, en résumé, ces chiffres clés qui sont mis en évidence. Donc le principal défi sur l'ensemble des secteurs, donc la connaissance client. Je vous laisse regarder un petit peu les chiffres, mais ce que je voulais ajouter par rapport à ça, c'est que moi ce que je retiens de ce Digital Marketer, c'est que le rôle du marketing est en profonde mutation et que la responsabilité de l'expérience client qui lui incombe évolue chaque jour. Que ces nouvelles attributions, elles sont accompagnées de challenges vraiment conséquents sur la qualité et la centralisation des données, puisque l'objectif c'est d'obtenir une vision 360. Que cette vue unifiée a pour but d'aider à mieux comprendre les contacts et donc oblige vraiment les marketeurs à utiliser les techniques analytiques les plus avancées telles que la prise de décision en temps réel, le prédictif ou le prescriptif. Que les marketeurs doivent apporter toujours plus de pertinence à leur contenu pour créer des parcours clients fluides, cohérents, d'avoir cette envie de créer un vrai dialogue grâce à la personnalisation poussée et à la prise en considération des besoins d'individualisation du parcours. Et enfin, l'enjeu de tout cela, c'est de pouvoir non seulement construire une expérience client homogène et coordonnée, quels que soient les canaux d'interaction, et ainsi d'assurer une image de marque positive, ça c'est important, mais également donc, de pouvoir toujours mieux engager les clients et de les fidéliser afin d'accroître leur valeur. Et le dernier point, n'oubliez pas la stratégie. Parce qu'on a beau avoir la donnée, la techno, si la stratégie n'est pas cohérente ou si vous n'avez pas de stratégie globale, cross-canal, ce serait dommage parce que tous les efforts que vous allez mettre en œuvre ne pourraient pas forcément aboutir parce que manque de cohérence. Donc voilà, j'ai terminé avec la présentation de ce report. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser donc par chat. Après, je sais que j'ai un tout petit peu dépassé le temps qui nous était alloué. Donc si vous voulez nous adresser vos questions également par email, vous pouvez le faire directement, soit sur le site ou alors sur mon adresse, je ne l'ai pas marqué, mais donc c'est magali.lasfargue@experian.com. Si vous avez des Merci questions, il faut beaucoup quand même. Magali pour cette super présentation. Effectivement, on va pas enchaîner avec une session de questions-réponses puisqu'on a un peu dépassé le timing. Mais vous allez tous recevoir un petit email de remerciement suite à ce webinaire dans lequel vous retrouverez la présentation et également le numéro de téléphone et les emails si vous avez des questions. Merci à tous pour votre participation aujourd'hui et peut-être à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.